Bonjour mesdames et messieurs et merci de votre participation à ce premier webinaire des mercredis de l'orientation Région Sud qui lance donc la saison des webinaires et de l'accompagnement. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits et vous êtes déjà nombreux en ligne. Nous allons démarrer sans tarder. Je voulais profiter quand même d'avoir le micro à l'ouverture pour vous souhaiter une très très bonne année et espérer que ce travail d'accompagnement que nous mettons en place finalement de façon transversale avec la région Sud et ses partenaires vous permette d'aborder les choses plus sereinement et cette saison sereinement. Cette première séquence donc va être ouverte par nos trois invités. Donc d'abord Marie-Florence Bulto-Rambaud qui est vice-présidente à la région Sud, région Provence-Alpes-Côte d'Azur bien sûr, chargée des lycées, de l'éducation, de l'orientation et de l'apprentissage. Ensuite, nous accueillerons, qui est déjà présente, donc Anne de Rosario, la directrice générale adjointe de l'ONICEP. Et dans un troisième temps, Laurent Malfette qui nous rejoindra, donc qui est en train de se connecter et qui représente les parents et notamment donc la FCPE Marseille Vert. Un petit point juste de mode d'emploi, vos questions plutôt dans le chat donc, et nous vous enverrons évidemment le lien pour le replay par la suite, ainsi qu'un certain nombre de ressources. On va vous consigner, on vous fera une belle newsletter la semaine prochaine avec l'ensemble des supports et des outils que vous pouvez privilégier. Évidemment, tous des outils publics, gratuits et donc accessibles, mais nos recommandations d'outils dans ce cadre-là. Marie-Florence, la parole est à vous. Déjà pour finalement nous fixer un petit peu le cadre de cet accompagnement de la région et finalement pourquoi la région Sud dans ce paysage de l'orientation. Bonjour à tous, permettez-moi à mon tour de vous souhaiter, bon c'est toujours un peu frustrant parce que je ne vois pas l'assistance, mais en tout cas le cœur y est. Permettez-moi de vous souhaiter la meilleure année 2024 possible. En plus, elle est un petit peu plus longue puisqu'on aura un jour de plus, puisque c'est une année bisextile. Voilà, que surtout la santé et je pense que c'est la valeur, ce qui permet de pouvoir s'épanouir sur tout le reste. Donc voilà, pour vos familles, pour nos jeunes. Pourquoi la région Sud s'investit dans le domaine de l'orientation? Alors, Karine a présenté le champ de ma délégation et bien évidemment, il y a le champ de l'orientation. L'orientation, c'est une compétence qui a été attribuée aux régions. Alors, on va dire en deux parties. Il y a depuis 2014 ce qu'on appelle le SPRO, le service public régional d'orientation, mais qui est plutôt dirigé vers les publics adultes. Mais depuis 2018, et vous savez que la loi de 2018 a changé beaucoup de choses en matière d'orientation. La partie de l'orientation qui s'appelle plus précisément l'information sur les métiers est devenue une compétence des régions, alors un peu dans le même temps que l'apprentissage n'a plus été une des compétences des régions, bien que les régions et notamment la région Provence-Alpes-Côte d'Azur soient toujours très offensive et incitative dans ce domaine auquel nous tenons énormément et auquel je tiens énormément. Donc du coup, l'information sur les métiers est devenue une compétence régionale et donc notre région, qui d'ailleurs n'a pas forcément été la plus rapide à s'emparer de cette nouvelle compétence, mais je pense que cette absence de rapidité, c'est un peu dur, mais nous avons pu du coup voir comment les choses se mettaient en place ailleurs, et nous avons donc mis en place depuis cette date un certain nombre d'outils
et je pense que désormais nous avons une offre un éventail de politiques publiques dans ce domaine qui est quand même vraiment intéressant. Nous avons été aussi, puisque nous avons la représentante, la directrice générale adjointe de l'ONICEF, voilà, avec Frédéric Alexandre Bailly, avec laquelle j'ai des liens étroits, et d'ailleurs je représente les régions au nom de Régions de France, je représente les régions au sein du conseil d'administration de l'ONICEF. Avant, ça n'existait pas, les régions n'étaient pas dans l'ONICEF, donc ça montre bien notre volonté commune d'avancer sur ces sujets de l'orientation. Voilà, nous souhaitons vraiment que tous nos outils, aux uns et aux autres, puissent s'agglomérer de manière à ce que vous, parents et les élèves, mais c'est vrai qu'au niveau du collège, puisque ce soir on parle aussi des collégiens, c'est vrai que c'est souvent les parents qui sont les premiers intéressés. C'est vrai que au niveau du collège, souvent les jeunes ne sont pas forcément très fixés sur ce qu'ils veulent faire plus tard. Mais en tout cas, nos outils aux uns et aux autres font que nous pouvons proposer effectivement de l'information aux parents et aux enseignants aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier. Donc nous, dans notre région, on a mis en place on a un site internet qui s'appelle orientationsud.fr. Bon, ça n'a rien d'original, mais en tout cas, il est géré par le Cariforef et il est extrêmement riche. Donc, on peut y trouver toutes sortes de choses, des fiches métiers, ce qui est assez intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers qui, des fois, portent un nom qui n'a rien à voir avec la nature. Et alors, je vais citer en premier lieu, par exemple, le métier de chaudronnier. Donc, les chaudronniers ne font plus de chaudron, mais par contre, vous trouverez sur la fiche métier du site orientationsud.fr effectivement la nature de ce métier, qui est un métier d'ailleurs qui recrute beaucoup. Tous les métiers d'industrie recrutent beaucoup. Donc, sur ce site orientationsud.fr, vous avez aussi la possibilité d'entrer en contact avec un conseiller orientation donc c'est un agent du Cariforef. Donc, on peut être rappelé, on peut chatter. Vous avez également, par exemple, l'outil Carte au Sud, qui est, alors ça, bon, c'est notre spécificité régionale. C'est une sorte de GPS de l'orientation qui a été créé par une start-up d'ailleurs régionale, Millions Road, qu'on a accompagné d'ailleurs dans ces activités qu'on a soutenues. Donc, ce GPS de l'orientation est assez intéressant, Carte au Sud, parce que quand vous avez, par exemple, une idée de métier, vous tombez sur, que vous pouvez rentrer, vous tombez sur de vraies personnes, de vrais gens, c'est pas Dylan de SFR, ou voilà, ce sont de vraies personnes, de vrais jeunes surtout, en premier lieu, qui donc expliquent comment et par quel chemin ils sont arrivés à exercer le métier qui vous intéresse. Voilà, donc c'est assez intéressant, c'est même très intéressant, c'est ludique, donc voilà, la manière de je pense que c'est quelque chose qui parle aux jeunes, et je pense que rien de mieux pour parler à un jeune qu'un jeune. Donc cet outil Carte au Sud est très intéressant. Bon, il y a aussi les mercredis de l'orientation, merci à EF Info et ce partenariat avec Karine Jacobs, voilà, qui, on le voit, plus de 500 participants aujourd'hui. Je crois qu'on en a fait 11 ou 12 de mémoire déjà dans l'année de. Oui, on a fait 2 saisons, et d'ailleurs dans les ressources, mais on vous le réindiquera. Enfin, moi je vous invite aussi à aller. L'idée, c'est d'avoir à la fois un échange direct dans le cadre de ces mercredis et d'accompagner vos questionnements. Clairement, quand vous allez recevoir notre comment dirais-je, consolidation des données et des outils divers et variés, c'est une proposition qu'on vous fera évidemment. Je vous invite à nous remonter vos sujets et éventuellement, s'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez, que vous ne voyez pas dans la programmation et que, pour le coup, ça vous semble stratégique de traiter, nous, on est hyper à l'écoute de ça. L'idée, c'est vraiment d'essayer de répondre à vos questions, en fait, d'être au plus dans une démarche solution. On sait que l'orientation, c'est un moment, c'est un sujet qui est anxiogène parce qu'il nécessite de choisir.
que pour choisir, il faut renoncer et que c'est anxiogène, évidemment, pour vos enfants et que c'est aussi anxiogène pour vous. On en parlait en préparant cette réunion avec Laurent Malfette et on se disait, finalement, ces moments d'orientation forts sont des moments structurants, un peu initiatiques, à la fois pour la famille et à la fois pour les jeunes. Et tout le sujet, c'est comment trouver la bonne place. Donc ça, on en parlera peut-être avec Laurent. Mais tous ces outils font partie de votre gamme. Et plus vous allez, vous, commencer à vous informer, plus vous allez faire redescendre la pression et peut-être partager avec votre enfant de façon un peu banale finalement, au fil de l'eau. Tiens, j'ai vu ça, regarde ci, je te pousse ça, regarde là, il y a finalement cette cartographie, le Cartosud, c'est un bon moyen de pousser ces infos. Et puis peut-être d'échanger aussi avec lui sur ses moyens de communication, qu'est-ce qu'il a comme info. Vous n'allez pas avoir les mêmes sources que lui, mais ce qui est important, c'est qu'à un moment, vous puissiez converger sur des informations. Et ça, je pense que c'est un peu ça l'idée, c'est de pouvoir ouvrir ensuite le dialogue avec votre enfant et de façon détendue, là encore, je le répète, parce que plus vous allez aller de façon pressante et stressée, plus lui, il va rentrer dans sa chambre, il va se recroqueviller et il ne va pas vouloir en discuter avec vous. Donc ça, il y a un petit sujet, mais on y reviendra. Donc, il y a un sujet, j'allais dire, d'approche. On y reviendra avec le représentant des parents d'élèves. Donc, voilà. Donc, toute une série d'outils qui est déployée par la région Sud. Voilà, les salons, notre présence aussi dans les salons, parce que la région, j'imagine que dans les plus de 500 participants aujourd'hui, vous appartenez tous à des départements différents. Comme vous le savez, on a une région qui est assez disparate dans ses territoires, des métropoles, 3 métropoles, mais pour autant des endroits plus retirés. Et pareil, en matière de formation et d'emploi, des spécificités régionales, dont la question de la territorialité est vraiment très importante. Donc, on est présent dans nombre de salons. Là, nous sommes donc sur un nouveau projet qui est important parce que je pense que pas tout le monde, pour différentes raisons, n'a la possibilité d'aller dans ces salons parce que des fois ils sont loin ou peu accessibles ou parce que donc du coup nous sommes sur un bus de l'orientation qui permettra. Alors, ça sera le processus inverse. C'est plus les jeunes qui iront vers les salons. C'est le bus, l'information qui ira auprès des jeunes. Et je trouve que c'est particulièrement pertinent sur les publics de collégiens, parce qu'on sait aussi que pour les enseignants, c'est compliqué de déplacer des jeunes. Et pour des chefs d'établissement, c'est coûteux aussi. Voilà. Donc, cette idée de pouvoir apporter les informations au plus près des établissements. Je pense que pour les professeurs principaux aussi qui ont cette charge-là d'informer sur leurs heures d'orientation, je pense que ça sera un vrai plus. Voilà. Et après, nous, pour un certain nombre de métiers qui sont soit en tension, soit peu connus, nous avons un appel à projet qui s'appelle Rencontre ton métier et qui permet aussi de pouvoir informer sur des métiers peu connus, mal connus, méconnus, ou qui ont peut-être une mauvaise image, voilà, mais qui sont pour autant très importants pour nos jeunes et pour notre économie. Voilà. Très bien. De façon générale, c'est vrai que ce cheminement entre le collège et le lycée, c'est un peu ouvrir des portes, ouvrir des fenêtres. J'allais dire, vous-même, en tant que parent, renouveler peut-être les images que vous avez finalement, à la fois de l'enseignement supérieur, mais aussi des métiers et vous informer et embarquer en amont, en fait, les jeunes sous le bras dans une démarche au départ justement non finalisée. C'est-à-dire, c'est plus facile de commencer à parler d'orientation quand il n'y a pas d'échéance, même si quand c'est moins contingent que l'année de terminale. Et de fait, on le voyait dans les statistiques de Parcoursup, je crois que c'est 76% des jeunes ont commencé à travailler activement leur orientation avant d'entrer en terminale, donc avant d'entrer en phase d'émission, de formulation des vœux de Parcoursup pour les différentes filières. Mais
Donc, petit récap des différents outils, ça, on va vous le faire passer pour que vous ayez quand même plein de ressources. On a volontairement étendu en fait notre champ sur le collège, même si les échéances peuvent paraître très très lointaines notamment pour les collégiens en fait, hein, pour lesquels le sujet de l'orientation post-bac, elle est très lointaine. En revanche, il y a de plus en plus un calendrier quand même qui est organisé, je dirais, et il n'est pas organisé pour être anxiogène, même si parfois ça peut vous paraître un peu anxiogène d'avoir ces décisions, mais finalement la façon dont l'éducation nationale et l'ensemble des partenaires finalement travaillent ensemble pour essayer d'anticiper sur ces sujets d'orientation conduisent à l'aborder de façon plus active au collège. Et là, moi, je voudrais passer en fait la parole à Anne de Rosario, qui est donc directrice générale adjointe de l'ONICEP, pour qu'elle nous brosse un peu le cadre au niveau national finalement de ce calendrier à partir du collège sur l'orientation. Merci beaucoup. C'est bon? Absolument. Vous êtes en ligne, Anne. Super. Donc déjà, eh bien, comme l'ensemble des participants, je souhaite aussi présenter mes voeux à l'ensemble des personnes présentes, parce qu'effectivement, c'est important comme ça en début d'année. Et puis, je souhaite aussi donc remercier Madame Bulto-Rambaud de son discours. Effectivement, depuis la loi 2018, hein, je vais pas vous broyer avec les lois, mais donc il y a eu un transfert de compétences et l'ONICEP est maintenant, on va dire, chargé, effectivement, toujours de l'information sur les métiers et les formations, mais au niveau national. Hein, les régions ont véritablement la mainmise, si je puis dire, la priorité, l'objectif d'informer de manière beaucoup plus, on va dire, objective sur ce qui existe sur leur territoire, la plus-value, l'importance, l'intérêt. Voilà. Donc ça, c'est plutôt, excusez-moi, évidemment. On m'appelle. Excusez-moi, on m'appelle en direct. C'est pas vrai, j'y crois pas. Non, c'est pas pour nous indiquer d'un nouveau nom. Je crois que je cherche quelqu'un pour la rue de Grenelle. Hein. Oui, répondez. Je suis en webinaire avec la web. Est-ce que tu peux en substance, peut-être si on devait cranter un tout petit peu les grands temps posés au niveau national. Donc, voilà. Alors, évidemment, la troisième, avec le stage découverte. Voilà. J'allais dire, le calendrier commence dès le début de la troisième sur cette partie-là, puisqu'il faut arriver à organiser avec l'appui des équipes éducatives, mais ce stage découverte. Et puis, un premier choix en fin de troisième sur le choix de la voie professionnelle. Là encore, pas mal de changements, vous l'avez sûrement noté, et on y consacrera d'ailleurs un webinaire spécifique sur le choix de la voie professionnelle, parce que là, je pense qu'il y a aussi des logiciels à renouveler par rapport à ça. Un certain nombre de choses et de nouveaux parcours se mettent en place finalement, avec choix professionnel, enfin une voie professionnelle. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Anne. Excusez-moi, j'entendais plus très bien. Donc, pour reprendre votre demande, le travail d'orientation, d'accompagnement d'orientation qui maintenant relève de l'éducation nationale, vraiment la démarche pédagogique, débute en fin de compte même avant la troisième. C'est-à-dire que dès la cinquième, c'est inscrit dans la loi, dès la cinquième, nous avons un travail de mise en œuvre sur la découverte des métiers qui se fait de façon on va dire, main dans la main avec les régions, hein, comme nous l'a expliqué tout à l'heure Madame Bulto-Rambaud. C'est véritablement, dès la cinquième, qu'est mis en place tout un module de découverte des métiers pour permettre aux élèves d'aborder l'ensemble des métiers qui les environnent et au-delà, puisqu'on se rend compte qu'arriver en troisième, pour une majorité d'élèves, ils n'ont une connaissance à peu près de 10 métiers. Donc, c'est dès la cinquième ce premier travail qui se fait dans la classe et avec les professionnels.
Ce premier travail se caractérise ensuite par le stage de découverte de fin de troisième qui lui est censé confirmer ou infirmer ce qu'on a pu commencer à réfléchir ou à travailler dans ces modules de découverte de métier. Et un ensemble d'outils, donc fera parvenir via Madame Jacob, qui ont pour objectif d'aider les élèves pendant ces périodes, pendant ces séquences d'orientation donc à l'école, de les accompagner à faire des choix. Donc, ce sont des séquences pédagogiques dans la classe qui ont pour objectif de les faire réfléchir et de les faire travailler, de se positionner sur effectivement quel choix de formation, la voie générale ou technologique, la voie professionnelle, et bien évidemment, qui dit voie professionnelle, quel type de secteur d'activité pourrait les intéresser. Donc, pour ça, il existe tout un ensemble de ressources et d'outils, des publications, des informations sur les métiers et sur les formations, mais aussi ici sur la découverte de la voie pro, des quiz, des ressources pédagogiques, des séquences, etc. Donc, je transmettrai ces informations par le biais de Madame Jacob. Et une fois que le choix est fait, donc l'accompagnement a débuté, comme je viens de vous le dire, depuis au moins la 5e. L'élève arrive en seconde et cette classe de seconde a aussi des grandes étapes qui sont donc déjà approfondir ses choix de spécialité pour pouvoir les affiner et faire des choix qui lui conviennent en première et ensuite évidemment en terminale. Donc pour ce faire aussi des ressources et des applications gratuites existent, des ressources pédagogiques qui sont mises à disposition dans les classes, mais aussi des accompagnements qui peuvent être faits par les parents. Pour cette année, va être mis en place pour la première fois ce stage de seconde qui va permettre aux élèves, on va dire, de commencer un petit peu à affiner éventuellement le métier qu'ils commencent un petit peu, ou le secteur d'activité qu'ils commencent à percevoir. Et bien évidemment, première terminale, les grandes étapes qui arrivent à ce moment-là. Donc la préparation de Parcoursup qui, lui, va se déterminer avec quel choix pour mon enseignement supérieur, que ce soit dans la voie professionnelle ou que ce soit dans la voie générale ou technologique, avec un ensemble d'outils et de ressources pareils, qu'on appelle module lycée, qui donne accès à tout un ensemble d'informations, des vidéos, des publications qui vont permettre aux jeunes, au fur et à mesure de la seconde à la terminale, de petit à petit construire ce parcours, construire ce chemin. Et il faut bien avoir en tête que ce n'est pas un chemin forcément tout droit. Certains de vos enfants, eux, savent ce qu'ils veulent faire, même s'ils ne le savent pas vraiment. En tout cas, ils ont une idée et puis ça va être tout droit. Mais le parcours d'orientation, d'où la nécessité de l'accompagnement, c'est un parcours qui peut être fait de virages, d'aller-retour, de interrogations, et ce n'est absolument pas un problème. C'est quelque chose pour lesquels l'ensemble aujourd'hui des enseignants vont être formés pour mieux accepter et accompagner ces évolutions-là. Et vous, parents, tout un ensemble de ressources et on va dire de grands kits. Tout à l'heure, Madame Jacob en a parlé. Effectivement, des tout doux. Voilà. Il y a des choses à faire tout au long de l'année, des JPO pour pouvoir découvrir telle ou telle université ou telle formation, éventuellement des rencontres avec des professionnels, éventuellement des cours qui peuvent être mis en place dans des universités ou au contraire découverte de métiers pour les enfants qui souhaitent directement s'intégrer, continuer dans la vie active. Anne, ça veut dire qu'en fait, les parents peuvent imprimer les to-do et les mettre sur leur frigo. Et au fur et à mesure, on fait le point de temps en temps. C'est quoi votre recommandation en fait en termes d'usage de ces to-do listes de l'orientation? Eh bien, c'est de l'imprimer et de la mettre sur son frigo
et effectivement régulièrement de faire le point avec son enfant. Ben voilà, il y a ça et ça à faire. Tu en es où? On a des agendas d'orientation qui vont être mis aussi à disposition. Donc, les agendas d'orientation qui peuvent être totalement, on va dire, personnalisés. On est bien d'accord, on a les grandes étapes. Hein, des étapes dont on a parlé, qui sont des étapes communes à tous, mais on est bien d'accord que chacun va avoir, lui, un parcours qui va lui être propre, avec des étapes intermédiaires qui lui conviennent à lui, quoi, sur des découvertes qui lui sont propres. Et donc, oui. Pardon. Non. Vous disiez, en fait, il n'y a pas un chemin tout droit, c'est un chemin sinueux, on peut se tromper et les enseignants sont à l'écoute de ça. Est-ce que ça, c'est vrai pour toutes les étapes? C'est-à-dire qu'il y a, enfin, c'est vrai que je pense qu'une partie du stress des parents ou de leur inquiétude par rapport à l'orientation, c'est qu'ils se disent, si on prend le mauvais embranchement, après on est coincé et on a l'impression que c'est une décision pour la vie. Je comprends. Alors déjà, ce n'est évidemment pas une décision pour la vie, puisque dans l'immense majorité, je pense, si on faisait le tour de l'écran, je ne pense pas que une majorité importante de parents ici présents, ou même nous, fassent le métier sur lequel on s'était formé il y a quelques années. Pour moi, il y a très très longtemps. Donc, ce n'est jamais définitif. Ce qui est important aujourd'hui à intégrer, il me semble, c'est ce qu'essaye de mettre en place l'éducation nationale au-delà de ces grandes étapes. C'est effectivement un parcours qui débute dès la 5e, mais surtout apprendre à s'orienter. Apprendre à s'orienter tout au long de la vie. Apprendre à s'orienter, ça veut dire être en capacité d'utiliser les leviers. Les compétences à s'orienter, c'est d'utiliser les leviers nécessaires qui vont me permettre de me poser des questions tout au long de ma formation et tout au long de ma vie. Maintenant, il est évident qu'aujourd'hui, si un élève fait des enseignements de spécialité hyper, on va dire, fermés, par exemple, il va faire un enseignement de spécialité humanité et puis art plastique, je dis n'importe quoi. C'est vrai qu'il risque d'avoir un petit peu de mal à réussir en médecine ou à réussir pour une licence de maths, par exemple. D'où la nécessité vraiment absolue de travailler toute cette progression, de travailler avec l'élève tout au long de sa scolarité et pas uniquement la veille de la validation des vœux. De travailler à la construction de son parcours et de son chemin. Très bien. Donc, aujourd'hui, il existe beaucoup de ressources, que ce soit auprès des régions, que ce soit sur le site ONICEF, que ce soit sur le site Avenir qui va bientôt sortir, et ailleurs aussi. Le numéro vert Parcoursup, en orientation en ligne, bref, beaucoup de choses qui existent. Au fur et à mesure, petit à petit, accompagner et effectivement dédramatiser, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très important, dédramatiser ces grands paliers qui souvent sont complètement adossés à l'affectation. C'est-à-dire qu'on confond beaucoup accompagnement et orientation et ces grands moments d'orientation qui sont Affelnet et Parcoursup. Tout à fait. Dans les actions de dédramatisation, dans les choses qu'on peut aussi conseiller, mais je vais passer la parole à Laurent qui nous a rejoint, me semble-t-il. C'est vrai, n'hésitez pas clairement à aller avec vos enfants, même, j'allais dire, en classe de seconde, de commencer à aller dans les journées portes ouvertes. Alors, ça paraît complètement iconoclaste parce que généralement, on va dans les journées portes ouvertes quand on est en terminale parce qu'on a précisé les choses. Mais je me souviens d'une conversation avec une directrice d'IUT qui nous disait, mais non, nous, on veut avoir les élèves de seconde, on les accueillera dans nos journées portes ouvertes. Ils commenceront à voir un peu finalement l'air du temps et ce qui se passe en IUT, et potentiellement, ils peuvent aussi faire le choix d'une voie technologique sur laquelle ils vont être encore mieux placés pour certaines formations et certains IUT. Donc, en fait, ouvrez vraiment grand votre scope et d'une certaine façon, ça va vous permettre d'éliminer. Et ça va permettre surtout à votre enfant d'éliminer. Donc, mais Laurent, peut-être, vous avez rejoint, vous êtes représentant à FCPE et notamment en charge
de Marseille Vert. Et peut-être que le sujet, enfin notre sujet, c'est clair, c'est comment est-ce qu'on accompagne les parents à mieux accompagner leurs enfants et quelle est la bonne place, finalement, quelle est la bonne distance. Est-ce que vous, étant vous-même parent d'élèves ayant 3 enfants dans le circuit, dont une qui a terminé Parcoursup, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pratico-pratiques? On a bien eu ceux d'Anne de Rosario sur l'affichage des to-do list sur le frigo et des points réguliers. Alors, comment est-ce qu'on fait des points réguliers avec son enfant de façon apaisée, non conflictuelle? Dites-nous ça. Est-ce que on vous entend pas? Peut-être il faut que vous cliquiez sur votre micro, Laurent. En tout cas, 74% des élèves passés par Parcoursup en 2023 ont donc commencé à réfléchir très en amont de la terminale, en tout cas en amont de la terminale. Et quand même, pour 75% des jeunes, les proches étaient leur principal interlocuteur. 61% c'était des professeurs, mais on a quand même, voilà, les parents sont quand même aux premières loges et c'est un sujet stressant. Donc finalement, comment trouver les bonnes ressources? Je ne sais pas si Laurent, en fait, vous nous faites signe, vous nous interrompez quand vous retrouvez votre micro, n'hésitez pas, et sinon on vous prendra par téléphone de façon à ce qu'on puisse partager cette analyse et vos conseils. Clairement, donc je parlais des JPO, même dès la seconde. Il y a aussi il y a des semaines d'immersion qui sont organisées là, pour le coup, c'est plutôt pour les terminales, mais c'est un bon conseil quand il faut que l'enfant ait une filière en vue, mais ça peut être intéressant de passer une journée ou un temps d'immersion dans la formation. C'est aussi quelque chose ensuite qui peut être indiqué dans le dossier de candidature sur Parcoursup, et ça c'est important parce que certaines formations y sont extrêmement sensibles, donc ça peut faire partie des recommandations et des outils de base. J'allais dire, n'hésitez pas, ça ce sont des outils qui n'existaient pas à notre époque, et là encore je pense que c'est important. L'orientation aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir avec l'orientation celle que nous on a vécue. Donc, il y a à la fois donc, cette partie to-do. On vous indiquera dans la newsletter où aller chercher la to-do, hein, parce que là, pour le coup, je pense que ça sera en effet assez précieux. Et voilà, quand on a préparé cet entretien avec Laurent Malfette, une des pistes qu'on avait, c'était de passer plutôt par des proches que par vous-même, c'est-à-dire que vous posez un peu le cadre, on fait des suggestions, on peut lui proposer d'aller à tel endroit avec vous en tant que parent. Ça peut être aussi avec un grand frère ou une grande sœur s'ils sont déjà passés par la démarche. Parfois, embarquer l'ensemble de la famille plutôt que le seul parent en confrontation avec l'enfant, ça peut être une bonne idée. On sait que c'est un moment compliqué. Les adolescents, il ne faut pas que l'orientation finalement fasse les frais du rapport parent-enfant. Et donc, du coup, ça peut être intéressant aussi d'en faire un sujet un peu familial. C'est une façon plus débuguée d'aborder les sujets une fois de temps en temps lors du repas de famille. Donc, passer par des proches. Passer par des proches aussi ou un environnement pour des conseils et des gens qui ont fait différents types de parcours. Vous en parliez, Marie-Florence, c'est ça l'intérêt, c'est finalement que les pères, soit des adultes qui sont en emploi, soit finalement des étudiants ambassadeurs, enfin, ou des jeunes ambassadeurs, mais qui finalement vont pouvoir avoir un échange. Et vous êtes juste en backstage, finalement. Donc, pour le coup, et c'est un petit peu ça qu'on avait évoqué pour les World Skills. Alors voilà, oui, j'en avais pas encore parlé. Vous avez Alors, allez-y, en attendant que Laurent puisse peut-être nous rejoindre, parce que je désespère d'entendre sa voix charmante que j'ai eue au téléphone. Voilà, donc je ne sais pas si parmi vous, tout le monde connaît les World Skills.
qui se sont appelés aussi les Olympiades des métiers. C'est une magnifique démonstration des métiers et de l'excellence des métiers. Donc c'est en fait le championnat des métiers des jeunes de moins de 23 ans ou de moins de 25 ans pour certains métiers. Donc ce sont des sélections d'abord régionales avec des champions régionaux, suivies par une compétition nationale, donc où on constitue une équipe de France. Ensuite, il y a une finale internationale et cette année 2024 sera marquée pour la première fois par une finale internationale en France, à Lyon, du 13 au 16 septembre, du 10 au 13 septembre, pardon, donc à Lyon. Donc l'équipe de France est constituée de 7 candidats issus de notre région. C'est inédit. Nous n'avons jamais eu autant de candidats de notre région au sein de l'équipe de France, ce qui montre que nos candidats sont de plus en plus excellents. En 2025, pour la première fois, donc la finale nationale des WorldSkills se déroulera à Marseille et sera l'occasion donc d'un magnifique salon de démonstration des métiers qui se fera donc en parallèle de la compétition. Voilà, mais pour ceux qui en auront l'occasion déjà pour la compétition internationale, Lyon, c'est pas si loin, hein, c'est un peu plus d'une heure de train. Si vous en avez la possibilité, vu que la finale est en partie sur un week-end, je vous incite et je vous invite à emmener vos jeunes assister déjà aux finales internationales. Voilà. Mais dans tous les cas, pour les finales nationales donc qui auront lieu à Marseille, donc entre le 15 et le 18 octobre 2025, les établissements, nous travaillons main dans la main avec les deux rectorats, celui de Nice et celui d'Aix-Marseille, de manière à ce que les jeunes, on travaille aussi avec les départements, hein, donc de manière à ce qu'il puisse y avoir aussi des collégiens, mais dans tous les cas, possibilité sera donnée aux lycéens donc de nos 6 départements de venir assister donc au final national à Marseille et pour la première fois aussi il y aura et c'est très important de le souligner, il y aura aussi la compétition Abilympics. La compétition Abilympics, elle ne concerne pas les jeunes de moins de 23 ans, mais elle concerne les personnes en situation de handicap qui seront donc pour la première fois, parce qu'il y a une fusion de l'association WorldSkills et de l'association Abilympics. Donc pour la première fois, il y aura aussi des candidats en situation de handicap. Voilà, et je pense que c'est souvent malheureusement des publics que l'on oublie, mais ils seront là. Voilà, donc Marseille 2025, ça sera une finale nationale novatrice à tous les niveaux. Alors, Monsieur Malfait, il met l'oreillette. Je ne vous entends pas, Karine. Ah oui, Karine, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Mille excuses. Mille excuses. C'est moi qui avec l'outil technique. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On vous entend très bien, Laurent. Bon, alors, bonjour à toutes et à tous. Je disais tout à l'heure, mais vous n'entendiez pas, je vais intervenir plus en tant que parent que représentant des parents, parce que les situations sont tellement diverses que ce serait présomptueux de donner quelques conseils que ce soit aux personnes qui assistent à cette réunion. Chacun a ses propres problématiques, ses propres questionnements et sa propre attitude par rapport à cette question de l'orientation. Alors, la meilleure chose que j'ai entendue, en tout cas, c'est le conseil que nous entendions donner aux parents ici présents, c'est qu'il faut dédramatiser. Il y a évidemment un droit à l'erreur. Parcoursup fait très très peur, mais
ce n'est pas une guillotine, rien n'est irréversible, les enfants peuvent se tromper, errer un peu. Le plus souvent, ils arrivent à l'heure au bac et donc on peut tout à fait corriger une trajectoire, même si on se trompe un peu la première année. Je crois que c'est vraiment important de commencer par dire ça, parce que si on dédramatise l'enjeu, on évite la panique. Et c'est la panique qui est la plus mauvaise conseillère dans cette affaire d'orientation, quand les échéances effectivement se précisent et que on se sent tous un petit peu bousculés. Le deuxième conseil, c'est que probablement il faut parler orientation et métier avec ses enfants le plus tôt possible. Alors, c'est souvent délicat pour les parents, parce que parler d'avenir, d'une certaine manière, c'est parler de la séparation. Et les enfants, comme les parents, peuvent y être réticents. Ça peut être un tabou dans de nombreuses familles. Donc, probablement, il faut se détendre avec ça, faire, en ce qui nous concerne, nous, parents, un travail personnel sur nous-mêmes, se préparer dans la sérénité à cette séparation qui est inéluctable, et ouvrir nos enfants à tous les possibles, et aussi autoriser les rêves. Alors, la question des possibles, c'est important, parce que quand on y réfléchit, les enfants sont confrontés à assez peu de métiers. Et quel métier voient-ils exercer finalement? Bon, celui d'enseignant, beaucoup, mais il suscite peu de vocations, malheureusement, c'est bien dommage. Récemment, j'interrogeais mon fils de 15 ans sur ses projets d'avenir. La réponse que j'ai récoltée, c'est: papa, je veux être influenceur. Parce que effectivement, ils sont en contact de beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Voilà bien un métier qui les fait rêver. Bon, ils sont en contact aussi de médecins, etc. Mais quand on y réfléchit, assez peu de métiers. Donc, ils sont très démunis quand on leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard. Et sans doute, il ne faut pas poser la question de cette manière. Mais observer avec eux, en mettant le doigt dessus quand les circonstances le permettent, les secteurs d'activité qui peuvent les intéresser. Par exemple, j'ai une fille, je pense qu'elle a des prédispositions pour étudier le droit. Et quand je lui parle de droit, enfin je lui en ai parlé, elle a poussé des hauts cris. Mon Dieu, c'est ennuyant, pas question. Bref, elle n'a pas bien compris ce que c'était. Puis je suis revenu à la charge quelques jours plus tard en parlant de justice. Et elle était beaucoup plus réceptive. Parce que voilà, elle aime l'argumentation, elle aime défendre des causes. Donc, je lui ai dit, voilà, le droit, ça peut par exemple conduire à un métier d'avocat ou de magistrat ou notaire. Autre chose. Il y a beaucoup de métiers intéressants. Donc, plutôt raisonner éventuellement en termes de secteur d'activité pour commencer à ouvrir les œillères, pour ensuite préciser les choses en termes de métier. Bon. La question de côtoyer des professionnels est évidemment primordiale. Alors il y a le stage de troisième qui le permet un peu, et sans doute dans nos familles, quand nous le pouvons, c'est important de parler métier avec les uns et les autres, organiser si possible des temps de rencontres ou d'observation. Alors, que dire de plus que probablement il faut aussi éveiller nos enfants, enfin attirer leur attention sur leurs compétences humaines, autant que sur leurs compétences scolaires. Un élève qui n'est pas spécialement doué en maths ne doit pas se fermer les portes d'éventuelles carrières scientifiques. D'abord, il n'y a pas que les maths dans la vie, évidemment, mais la question de la sociabilité, de la curiosité, du travail en équipe, etc. Ce sont des questions vraiment importantes, et donc sans doute il y a une sorte de bilan de compétences à faire avec les enfants. Alors, il ne s'agit pas de le solennaliser, mais d'en parler régulièrement avec eux. Il y a aussi des rêves qui sont des chimères. Alors, je vais prendre mon propre exemple. Quand j'étais élève de troisième, donc vers 14-15 ans, je rêvais d'être pilote de ligne. Et je n'en démordais pas. Au moins, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire. Et mon père a eu la bonne idée de
m'offrir un baptême de l'air à l'aéroclub du coin. Et donc j'ai volé pendant pendant 1 heure. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai compris que j'étais absolument pas dans mon élément et j'ai renoncé à ce projet. Donc il y a des métiers dont les enfants se font des représentations qui les attirent, mais qui sont fausses aussi. Tel que le métier d'architecte, par exemple, ou dont on ne voit souvent que la dimension créative, alors que c'est un métier très technique, très scientifique, avec beaucoup de contraintes administratives, etc. Et donc, quand un enfant a une idée, sans le dissuader, bien au contraire, en vrai, il faut aussi attirer son attention sur la réalité de ce métier. Voilà, en vrac comme ça, à la volée, quelques idées que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Laurent. Alors, pendant que Monsieur Malfette parlait, du coup, comme il n'était pas là au début de mon propos et quand j'ai parlé des fiches métiers de site orientation et de carte au sud, du coup, j'ai cherché s'il y avait influenceur et malheureusement, il n'y a ni la fiche métier d'influenceur, ni sur carte au sud les chemins pour parvenir à ce métier. Je suis vraiment désolée, mais je pense que c'est une recherche qui doit être faite par d'autres jeunes que votre fils, parce que je pense qu'effectivement, c'est probablement le métier à l'instant T qui fait beaucoup rêver. Voilà. Mais pour le coup, je pense que c'est que exclusivement du savoir-être, en fait. Il n'y a pas de formation pour devenir influenceur. En revanche, je pense que c'est du pur savoir-être. Donc pour le coup, on a deux petites questions que je voudrais quand même prendre avant de lever la session. Une question sur l'accompagnement en fait des élèves qui sont en phobie scolaire. Comment faire? Et là, j'allais dire, c'est une question à mon avis qui s'adresse un peu à Anne parce que autant naturellement on peut aller chercher de l'information auprès des équipes éducatives, autant là s'il y a une phobie scolaire, comment est-ce que où s'adresser et comment se sortir de ce sujet pour construire un projet scolaire en fait finalement avec une grosse difficulté scolaire. Alors, à mon sens, pour un cas de phobie scolaire, ou effectivement, on va dire toute autre problématique liée, on va dire, à un handicap psychologique, plutôt problème. C'est effectivement un vrai travail qui doit être mené de pair entre le chef d'établissement, l'équipe de médecins. Le médecin qui va suivre le jeune, puisque avant qu'on arrive à déterminer phobie scolaire, je pense que l'élève est quand même suivi soit par un psychologue, soit… Et on a donc un psychologue scolaire qui, jusqu'à présent, on avait les conseils d'orientation. Et depuis donc, quelques années, on est passé de conseiller d'orientation à psychologue de l'éducation nationale. Et l'idée, c'est véritablement de transférer, en tout cas, la compétence d'accompagnement à l'orientation aux équipes éducatives. Donc, il faut les former, il faut accompagner, ça, il n'y a pas de problème. Et le psychologue de l'éducation nationale, lui, a une approche plus ciblée sur les problématiques qui peuvent exister de décrochage ou autres, dont les phobies scolaires. Il est évident que ce que je peux dire à la personne, c'est que à l'UNICEF, en tout cas, nous avons un service spécifique en lien avec l'inclusion scolaire, le service handicap et inclusion scolaire. Et la phobie scolaire fait véritablement partie des dispositifs d'accompagnement qui doivent être mis en place dans le cadre de l'inclusion. Il n'y a pas de réponse toute faite, ça se fait mentir de dire qu'il faut faire ça et directement on a trouvé une solution, c'est pas vrai. La phobie scolaire, c'est quelque chose qui peut aller au-delà de la problématique scolaire. Elle peut être vraiment liée, par exemple, à un harcèlement. Donc là, on a effectivement des dispositifs qui existent et qui sont maintenant bien mis en valeur au sein de l'école. Mais elle peut être liée à tout un tas d'autres choses et c'est avant tout ce qu'il faut pouvoir déterminer. Et là, on relève du soin. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, les influenceurs, manifestement, vous avez fait le boulot, les parents, parce que je ne sais pas s'il y a une tendance furieuse chez les jeunes là-dessus. Enfin, il y a sûrement une tendance furieuse sur les jeunes. Moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Je pense que plus on a de compétences, mieux on se porte. En revanche, c'est vrai que pour devenir vraiment un influenceur et en vivre,
puisque c'est quand même ce dont on parle, il faut d'abord beaucoup de savoir-être. Et là, je parle d'expérience parce que une des copines de collège de ma fille est devenue vit maintenant de ça. Et honnêtement, c'était une gamine. On savait que voilà, ça serait le commerce, ça prendrait une forme ou une autre. Et elle a acquis toutes les compétences derrière au fil de l'eau, sur le tas. Elle est accompagnée par son agence et ça. Donc voilà, je pense pas de formation spécifique pour devenir influenceur. Si pour le coup vous faites entrer votre enfant sur ce type de parcours, essayez d'avoir une formation qui reste quand même assez large. Et surtout, voilà, assurez-vous que. Ce que je peux vous dire, hein, c'est qu'il y a une fiche métier influenceur, influenceuse. Ah, chez vous. Effectivement, elle est plutôt axée, comme vous l'avez dit, côté communication, c'est-à-dire on est vraiment sur cette compétence, on va dire, sociale, hein, sur la communication. Il faut être capable de se mettre en scène. Donc, si les parents sont intéressés, il y a une fiche métier influenceur, influenceuse sur, voilà, avec, là, par exemple, je suis dessus, hein. Et il y a une proposition de licence pro, mention métier du numérique, conception, réalisation web. Oui. Tout le côté numérique. Il va y avoir tous les métiers du numérique Exactement. Vont être concernés. Voilà. D'ailleurs, je trouve que c'est quand même une garantie parce qu'il y a quand même beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, je pense que là, ça vaut vraiment le coup d'élargir quand même les compétences pour être sûr de ne pas se retrouver. Voilà. Pour revenir sur ce que disait monsieur, effectivement, les grands centres d'intérêt, c'est avoir le sens du contact et aimer communiquer. Je crois que monsieur Malfait veut parler. Oui, non, mais c'est simplement un conseil qui me semble important que j'ai oublié de donner. Je l'avais noté dans un coin de la feuille, c'est que au moment de choisir l'orientation, il est important de partager la responsabilité avec son enfant. Je pense qu'il y a beaucoup de parents avec lesquels j'ai discuté qui portent cette responsabilité seuls. Et peut-être pas assez avec leur enfant, alors qu'il est un quasi-adulte et que cet enfant doit partager avec lui la responsabilité, ce qui implique aussi qu'on laisse à cet enfant sa liberté. Puisque les deux notions vont de pair. Et je veux dire par là que nous devons faire attention en tant que parents à ne pas projeter nos propres désirs ou nos propres frustrations passées de formations que nous n'avons pas suivies ou de métiers que nous n'avons pas fait parce que ce sont des choses qui existent. Oui, ça je crois que ça fait partie de nous en tant que parents. Donc c'est là où il faut arriver à faire le partage des eaux, si je puis dire, pour laisser cet espace et se dire malgré tout, là, revenir sur le fait que les décisions ne sont pas irrémédiables, mais que c'est son chemin de vie à lui, en fait, qu'il implique de prendre. Donc mais c'est un peu ce qui, je pense que c'est un peu ce côté initiatique aussi. Hein, ça fait partie des premières décisions qu'on accompagne, mais qui lui appartiennent d'une certaine façon. Donc on a une petite question et après on va terminer avec ce webinaire en vous remerciant tous les trois de votre participation et de votre surtout attention aux questions des uns et des autres. C'est quand même l'objectif de ce webinaire, c'est de pouvoir répondre autant que possible. Sur la partie 10, on en a parlé, sur là-dessus, donc des élèves qui pourraient être multi-10 avec des résultats moyens et qui voudraient avoir visé des filières plus élevés. Là, pour le coup, je pense, qui attendent des niveaux plus élevés, je pense que c'est auprès de la formation qu'il faut discuter. Et je pense que ça fait partie peut-être d'un dialogue. Je sais, Anne, je parle sous votre contrôle. Je donnerai des éléments dans les… Très bien, parfait. Je donnerai des éléments aux personnes. Je vous les donnerai et vous les diffuserez. On fera un petit encadré dans la newsletter pour la semaine prochaine. Voilà, on va essayer d'être le plus précis possible. Et quant au choix quant au stage de seconde, trop tardif. Écoutez,
Oui, peut-être tardif, mais il y a celui de troisième. En fait, finalement, à quel moment il faut qu'il intervienne? C'est une étape parmi d'autres, hein, ce stage. Et je pense que là aussi, il faut peut-être dédramatiser cette étape. C'est la première année où il se met en place. Ça va être un peu. On a vécu exactement la même chose pour les parents qui ont accompagné leurs enfants sur le choix des spécialités, où finalement on ne savait pas au moment de les incidences sur le post-bac. Les choses se clarifient. Là, je pense que sur le choix de ce stage de seconde, il faut en profiter pour faire une expérimentation d'une certaine façon, assez humble peut-être à cette étape. Je ne sais pas si l'un ou l'autre a vu, les uns les autres avaient des choses à commenter sur ce stage. Non, vous avez parfaitement raison, hein. On est vraiment dans on va dire, une expérimentation. En tout cas, c'est une première. Il faut voir comment est-ce que les entreprises vont aussi être au rendez-vous, parce que c'est pas simple, hein, pour les entreprises d'avoir à gérer comme ça un afflux de jeunes gens. Et les organisations publiques, hein, parce que c'est vrai qu'on a un sujet, il faut trouver le stage dans la voie qui intéresse le jeune, mais finalement, il y a aussi des jeunes qui ont envie d'intégrer la fonction publique, ça arrive, et du coup, comment on y répond? Exactement. Moi, j'ai des gens qui voudraient essayer le milieu hospitalier à différents niveaux, mais ça, en fait, c'est très compliqué, ça. Ben oui, bien sûr, pour des raisons qu'on comprend bien, mais bien finalement, on sent cette tension-là. Donc, je pense qu'on fera un bilan. Voilà, il y aura un bilan, une évaluation de ce premier stage de seconde, et ensuite on pourra peut-être faire évoluer. Ça me fait un peu penser au printemps de l'orientation. Je sais que les régions ont été très, très impliquées dans les printemps d'orientation. Et maintenant, n'ont plus lieu puisque l'objectif des printemps d'orientation, c'était d'exister pendant les périodes d'examen des enseignements de spécialité. Et maintenant, les enseignements de spécialité, il n'y a plus d'épreuves pendant les épreuves, elles n'ont plus lieu en mars. Donc, les choses s'adaptent. Donc, il va falloir attendre de voir comment les choses vont évoluer et adapter au fur et à mesure. Il faut bien. Ce qui est important, très juste ce que disait monsieur, c'est qu'on n'a pas de science, on n'est pas dans une science exacte. On est véritablement dans quelque chose qu'il va falloir donc adapter non seulement aux politiques publiques, parce qu'on est dans une réalité, mais également à l'élève, à la famille, à son environnement. Et que de toute manière, on doit s'adapter à tout ça pour pouvoir accompagner et dédramatiser au mieux, quoi. Tout à fait. On a donc plein de commentaires dans le fil de discussion. Je crois qu'il est temps de lever la séance et de vous libérer tous les uns et les autres. Peut-être que vous allez pouvoir déjà mettre en œuvre un certain nombre de choses, j'allais dire au moins sur l'ouverture d'une séance de dialogue à un moment ou à un autre dans la semaine, tranquillement. Nous, on vous envoie plein d'infos la semaine prochaine. Moi, je vous donne rendez-vous pour la séance sur Parcoursup, un peu plus spécifique. Donc là, c'est pour, j'allais dire, tous les parents qui ont un jeune au lycée, quel qu'il soit. Je pense que pour le coup, c'est intéressant. Parcoursup s'ouvre aux secondes de façon très proactive cette année. On a des fiches formation qui sont présentes et qui sont très riches, géolocalisées, enfin voilà, qui peuvent être aussi des ressources. Là encore, je le précise, je pense que c'est important d'avoir des ressources qui sont des ressources officielles. Après, vous faites votre marché si vous voulez. Il y a des choses publiques, officielles et gratuites qui sont mises en place par les différentes instances nationales, régionales et qui sont complémentaires. Je pense que c'est d'abord nous ce qu'on vous indiquera donc dans cette newsletter. Et en fait, vous allez voir, j'allais dire, ça devrait bien se passer, ça sera qu'à un cas, il y aura des moments où vous allez vous faire des cheveux, comme tout le monde, on est tous passés par là, mais finalement, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a le droit à la réorientation, ça n'est pas qu'un vain mot, en fait, ça a complètement changé, et de plus en plus, on a de la formation professionnelle tout au long de la vie, on a de l'évolution, donc ça, je pense que ça fait quand même partie des nouvelles données.
Et Madame Jacob, juste pour renchérir sur ce que vous dites, c'est vraiment, ça fait partie maintenant de l'accompagnement à l'orientation, la réorientation en L1, où il y a un vrai travail de fond qui s'est mis en place pour pouvoir accompagner les élèves qui très rapidement se disent je suis pas à ma place. Déterminer pourquoi tu n'es pas à ta place. Est-ce que c'est une histoire de formation? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas les moyens financiers d'être à cet endroit-là? Est-ce que parce que etc., etc. Et de pouvoir apporter des réponses le plus rapidement possible. Ça fait vraiment partie aujourd'hui de la réflexion qui se met sur l'accompagnement à l'orientation. Il faut vraiment avoir ça en tête. Et pour répondre, si vous en êtes d'accord, je peux essayer de me renseigner pour savoir si le SNU peut compter comme ça. Je trouve que c'est une excellente question et ça serait une très bonne chose. Je vais essayer de me renseigner par rapport à ça. Et de toute façon, on va garder les questions et les remarques et on va essayer de faire en sorte que la plupart trouvent une réponse. Voilà, on va essayer d'être le plus à l'écoute possible. C'est quand même ça le principe, c'est d'être le plus interactif possible. Donc, on vous remercie. Je vois qu'il y a une question sur le bus de l'orientation. Il n'est pas encore arrivé, mais… Il est attendu avec impatience, hein, remarquez-le bien, Marie-Florence. Hein. À cause des problèmes de guerre, notamment, il y a 24 mois d'attente. Et donc, du coup, voilà. Non, il n'y a plus 24 mois maintenant, mais ça fait un moment qu'on l'a commandé. Voilà, mais il va arriver, voilà. Mais on vous en tiendra informé, en tout cas. Il y a quelqu'un qui confirme. Mais écoutez, merci à tous. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la fois pour la séquence Parcoursup et donc pour la newsletter. Je vous invite à vous inscrire, et ben en fait, tout simplement sur la plateforme de la région Sud. Hein, vous allez là où vous vous êtes inscrit pour ce webinaire-ci. Vous avez accès à tous les autres, à toute la programmation et aussi au replay pour un certain nombre de sujets. Il y a des questions là encore. Voilà, est-ce qu'on peut avoir accès facilement aux écoles d'ingé après un but? Donc tout ça, on va essayer on vous fera une sorte de petit, comme on l'avait fait l'an dernier sur le sujet passe-classe. Comme c'était un sujet qui était très vaste et où il y avait quasiment autant de questions qu'il y avait d'élèves, je ne dis pas qu'on a répondu à tout, mais on avait fait une petite foire aux questions et on avait sélectionné les 10 questions les plus importantes pour que vous puissiez avoir un max de ressources. Donc voilà, très bonne soirée et puis à très bientôt sur les ondes. Merci. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Madame Jacob. J'ai recherché dans mes mails, j'ai bien bloqué ma journée du 18, mais je n'ai pas les infos. Je vais vous envoyer tout ça. À très vite. Je vous rappelle tous les trois au téléphone. Ok, merci.